On vit une accélération jamais connue à Marseille. La consommation de crack dans la rue fait de plus en plus de ravages. La ville appelle l'État, riverains, élus, associations de réduction des risques, réunis en collectif, réclament tous des moyens à la hauteur de l'explosion de la consommation dans les rues de cette deuxième ville de France. Vous êtes nombreux à nous appeler sur ce phénomène dont on ne parle pas beaucoup. C'est vrai qu'on a parlé tout à l'heure de la DZ Mafia, de cette pieuvre qui n'en finit plus de s'étendre et qui fait peur dans les villes et même dans les villages, puisque vous vous souvenez de cette information tombée il y a quelques semaines selon laquelle le maire d'Alès avait été menacé à tel point qu'il a fallu envoyer les gendarmes pour l'extirper de l'endroit où il était parce qu'il était menacé. Et vous êtes nombreux à nous appeler. Alors on est en ligne avec Corinne. Bonjour Corinne. Oui, bonjour Monsieur Cardoz. Bonjour. Ça fait du bien d'entendre une voix heureuse et rayonnante comme la vôtre. Bon, c'est bien. Vous êtes du côté de Bayonne et vous souhaitiez intervenir également sur ce sujet. J'ai l'impression que ça vous inquiète. Ah bah oui, je pense que c'est un sujet qui inquiète énormément de gens. Nous, à Bayonne, on est comme partout en France, on commence à être concernés par tout cela. Malheureusement, après, effectivement, quelle est la solution? Je sais pas trop, parce qu'effectivement, il y a un manque de moyens de police. Alors pour moi, je pense que le fait d'avoir retiré les îlotiers il y a 20 ans, ou je ne sais plus combien de temps, c'est-à-dire ça a laissé il n'y a plus la police de proximité, du coup ça a laissé la place, la rue, à qui veut la prendre, et c'est ce qui s'est fait en fait. Ouais. Je pense que là déjà ça a commencé. Après, c'est un vrai fléau, mais alors quelle est la solution? Parce que je sais qu'il y a un manque de moyens, mais il y a un manque de moyens partout. Ben oui. Je vous dirais, c'est-à-dire pour le crack, pour la pédocriminalité, etc., etc. Et franchement, et puis en plus vous coupez une tête, il y en a 10 autres qui poussent. Donc franchement, je ne sais pas du tout. Ouais. C'est quoi? Quelle est la solution? Vraiment, je sais que, mais c'est un vrai fléau. C'est vrai que. Quel est le constat que vous faites à Bayonne? Vous êtes confronté directement oui. Ouais. Il y a des quartiers maintenant où effectivement, alors il y a des règlements. Ah non, mais vraiment, il y a des règlements de compte, quoi. Des courses-poursuites, etc. On le voit sur les réseaux et on se dit que en fait, maintenant, tout le monde est impacté, et y compris les petits villages. Comme vous disiez, maintenant, de toute façon, ils vont se réfugier. Comme maintenant, dans les grandes villes, ils sont un peu grillés. Ils vont là où ils peuvent se faire de l'argent, de toute façon, hein, ça c'est sûr. Absolument. Mais il y a le problème, c'est que, en fait, on en parlait l'autre fois avec mon compagnon, c'est-à-dire que, en fait, on voyait à la télé il y a 20 ans aux États-Unis, vous savez, ces histoires et on se disait, de toute façon, ça n'arrivera jamais. Bon, là, on y est. Je pense qu'on est en plein dedans. Par contre, que faire? Là, pour le coup, je sais pas trop si vous savez ce qu'ils avaient fait avec la police, là, comment ils avaient fait ça là, sur les points de crack, etc. Mais ça fonctionne pas. Parce qu'ils se mettent plus loin. Donc je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que c'est un combat de tous les instants, et il faut surtout évidemment pas baisser les bras. Et c'est pas parce qu'on a face à soi une pieuvre que les enquêteurs et que nos moyens ne doivent pas doivent pas lutter. Hein, ça c'est. Mais surtout pas. Il faut pas. Non, parce que justement, je pense que c'est ce qui fait que on leur a laissé la place, entre parenthèses, l'État, hein, et en fait du coup maintenant, maintenant comment faire pour revenir en arrière? Mais il faut surtout pas lâcher. Bien sûr. Non, surtout pas. Avec cette interpellation dont vous avez certainement entendu parler, vous étiez peut-être avec nous aux alentours de 8h15. On était avec un spécialiste qui nous expliquait effectivement que l'un des 6 fondateurs a été interpellé et logé en Algérie, où il doit pointer, mais on n'a aucune certitude et aucune garantie sur le fait que ces activités criminelles ne se poursuivent pas. C'est-à-dire que on sait que les 6 têtes de réseau sont tous logés, tous identifiés, certains en prison, et tous continuent d'agir. C'est ça. On l'a vu de toute façon avec celui qui avait le monsieur de la DZ Mafia, qui avait de la prison commandité le meurtre de quelqu'un. Vous vous rappelez de cette histoire? Tout à fait. Et donc, alors moi, ce qui m'a interpellée, effectivement, c'est le monsieur, il est laissé en liberté. Même s'il est en Algérie, mais il est quand même laissé en liberté en attendant. Et en fait, effectivement, on sait où ils sont. Ils n'arrivent pas à les. Je sais pas. J'avoue que c'est quelque chose. On se demande pourquoi on n'arrive pas à les atteindre plus que ça. Mais par contre, le fait est, je pense que vous en mettez en prison, mais il y en a 10 derrière. En fait, c'est ça le drame. Donc en fait, c'est vraiment, comme vous l'avez dit, une pieuvre qui maintenant malheureusement est partout. Comment faire pour y remédier? Par contre, ça va être très long, je pense. Mais il faut surtout pas lâcher. Et c'est sûr qu'il faut donner des moyens aux associations sur le terrain.
pour les gamins de 10 ans, 12 ans, là, qui, pour 50 €, ils font les choux, je sais plus comment on appelle ça. C'est ça. Tout ça, il y a tout ça, en fait, qui va pas. Absolument, Corinne. Merci pour votre témoignage du côté de Bayonne et très belle journée à vous. J'imagine qu'il doit faire beau aujourd'hui à Bayonne, non? Il fait très, très beau. Alors, ça va être une belle journée. Il ne doit pas faire trop chaud en plus. Non, chez nous, en fait, depuis une semaine, il fait moins chaud, donc c'est très agréable. Bon, c'est formidable. Ben voilà, il y a des motifs d'espoir. Passez une très belle journée du côté de Bayonne. On va prendre Hector qui est en ligne et qui est du côté de Montpellier. Hector, en plus, il sait de quoi on parle puisque lui, il est policier. Bonjour Hector. Oui, bonjour. Soyez le bienvenu sur Sud Radio. On a envie de vous entendre, effectivement, au 0826 300 300. Vous pouvez nous appeler sur cette double actualité dont on parle depuis un petit moment maintenant, avec à la fois cette interpellation d'un des 6 chefs de la DZ Mafia, logé en Algérie, mais pas forcément extradé, et qui n'est pas emprisonné non plus. Et tout ça, on en a parlé. Et la situation, vous nous le dites, Hector, pour vous, elle est préoccupante. Je le disais, double actualité, parce qu'il ne faut pas oublier les consommateurs en France, évidemment. On est face à un problème qui est double, voire triple. Le premier problème, c'est effectivement le mec, il est en Algérie. Les mecs, ils sont en fait dans des pays étrangers, ils continuent à jouer leur business, donc ils sont entre guillemets. Parce que je dis entre guillemets parce que il fut un temps où il y avait des trafics, notamment pendant la guerre d'Algérie, notamment les trafics d'armes, où l'État français a été particulièrement efficace pour aller traquer au-delà de nos frontières les trafiquants d'armes qui nous cassaient les pieds à fournir des armes au FLN. Mais bon, ça, il faut avoir une volonté politique derrière. Le deuxième point, c'est l'occupation du terrain. Vous êtes face à un trafic de drogue, d'accord? Il faudrait voir ça comme une guérilla. C'est-à-dire que si vous faites ce qu'on fait régulièrement, parce que l'histoire de la DZ Mafia, on le voit, lorsqu'on envoie des forces mobiles dans les quartiers, parce qu'il y en a tous les jours, c'est occupé. Les CRS agissent dans les quartiers, font un travail de dingue en plus. Le seul problème, c'est que notre action est totalement limitée. Il faudrait qu'il y ait des procureurs, enfin des magistrats qui aient vraiment du courage au bout d'un moment. C'est-à-dire qu'on a identifié exactement les points de deal. On sait plus ou moins où sont les nourrices. C'est très simple. Vous envoyez des forces mobiles. Vous avez un mandat, on va dire une réquisition. Vous fouillez les bâtiments de la cave au grenier, vous faites sortir tout le monde. Et vous fouillez. Mais par contre, il faut mettre des moyens. Mais par contre, après ça, c'est une opération coup de poing. Le truc, c'est que derrière, il faut que y ait de la prison. Il y ait vraiment des sanctions fermes. Il faut que les biens soient saisis. Il faut que les gens soient expulsés des logements sociaux. Alors ça, évidemment, oh mon Dieu, nous allons expulser les gens de logements sociaux. Enfin, c'est une guerre une grosse guerre à faire. C'est une guerre à plusieurs niveaux. C'est ce que vous nous racontez, Hector. À côté de ça, évidemment, il y a les consommateurs. Alors nos chers consommateurs ou nos chers députés, les FIDI, ça va être encore des malades. Non, les consommateurs, c'est très simple, il faut les traiter exactement de la même manière. C'est-à-dire que par exemple, vous êtes un étudiant qui va prendre son petit morceau de shit pour faire une petite soirée, on vous chope. Ah bon, tu es étudiant en médecine. Eh ben c'est très bien. Eh ben pendant 10 ans, tu n'as pas le droit de passer tu as une amende, évidemment. Ça serait plus d'ailleurs, ça c'est pas ça 500 balles. Ce serait pendant 10 ans interdit de passer son concours. Un avocat automatiquement rayé du barreau pendant, pareil, 10 ans. Des sanctions où ça serait vraiment dissuasif. Oui, vous appelez à des sanctions professionnelles qui seraient doublées. Parce que nous, par exemple, je vous donne un exemple. Un policier qui se fait choper. Nous, on a double peine, c'est-à-dire qu'on a évidemment, parce que le juge voit un policier qui a fauté, il n'y a aucun droit à l'erreur. Et en plus de ça, il y a une sanction administrative. Nous, la double peine, elle existe. Nous, la double peine, elle existe. Et vous dites qu'elle n'existe pas forcément pour tous les métiers. Non, parce que vous prenez un gars, vous regardez, il a un casier judiciaire long comme le bras. Enfin, voilà. Parce qu'il fait mal. D'ailleurs, ce qui leur fait mal, c'est quand on leur met quand ils prennent des amendes justement pour, notamment quand soit pour le tapage, soit c'est sûr, c'est entre guillemets maintenant c'est du harcèlement. On voit par exemple les articles de Libération qui disent oui, vous vous rendez compte, ce jeune il arrive, il a 18 ans, ok, formidable, il a déjà 10 000 € de dette en amende. Mais que fait-il? Et ensuite, à côté de ça, il y a les gens du commun. Les gens du commun qui travaillent et qui vivent dans ces endroits-là, c'est aussi à eux aussi de tenir un peu leur quartier. Parce que moi, je vous donne un exemple. Je viens d'une petite île de Méditerranée.
ou le gamin qui se fait choper en train de faire pipi ou caca dans la cage d'escalier, ça va pas se passer comme ça. Oui. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, je vois très bien. C'est-à-dire qu'en fait, les gens, c'est un espèce de, c'est 4 points à tenir. C'est-à-dire que même dans des villes comme Bayonne, les fiers basques, je m'étonne parce que moi, fut un temps, Bayonne, il me semble que les Basques, ils tenaient quand même, ils tenaient quand même le pavé. Et là, plus du tout. Ça arrive dans des petites villes périphériques aussi. Et pareil. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'une fois que les villes périphériques, c'est-à-dire que c'est avec nos villages, nos petits villages français qui vont qui vont se laisser marcher dessus, je ne pense pas que ça va. Je pense pas que ça va le faire. Ça va craquer à un moment donné. Il y a un très gros travail à faire. Merci Hector. Je rappelle que vous êtes du côté de Montpellier, que vous êtes policier, et effectivement, vous nous dites la situation, elle est très préoccupante concernant, d'une part, la DZ Mafia, cette pieuvre qui s'étend, et de l'autre côté, la consommation de drogue qui évolue. Évidemment, l'un ne va pas sans l'autre. Et justement, on est avec un expert, un professeur de médecine. Bonjour Nicolas Simon. Oui, bonjour aux auditeurs. Bonjour monsieur, et merci infiniment monsieur d'être sur l'antenne de Sud Radio. Vous êtes professeur de médecine et addictologue à l'assistance publique des hôpitaux de Marseille. Je le disais en préambule il y a quelques minutes, les autorités marseillaises, quand je dis les autorités, c'est pas seulement la municipalité, mais sont aussi des riverains, des élus, des responsables d'associations, de réduction des risques, qui sont désormais réunis en collectif et qui réclament des moyens à la hauteur de l'explosion de la consommation dans les rues de la deuxième ville de France. Alors c'est intéressant d'avoir votre point de vue parce que vous, évidemment, vous êtes du côté de l'addiction. Est-ce que vous aussi, vous constatez une recrudescence et une grande consommation, en particulier de crack ? Alors, effectivement, depuis quelques années, on voit une poussée. Alors, ça a commencé par la cocaïne, maintenant c'est le crack, avec... parler d'épidémie, c'est peut-être pas tout à fait approprié parce que c'est pas la définition, mais on voit vraiment une explosion du nombre de consommateurs. Et s'agissant de la cocaïne, c'est des consommateurs qui touchent absolument tous les niveaux sociaux. Et c'est sûr qu'en face de ça, on est sous-doté en moyens, ça c'est très clair. Justement, quand vous dites tous les milieux sociaux, évidemment sans trahir le secret médical, mais quels sont les domaines d'activité que vous constatez qui sont touchés par la consommation de cocaïne ? Alors la cocaïne, c'est déjà le milieu festif, c'est-à-dire tout ce qui est la restauration, par exemple. Mais dans ma consultation, vous avez aussi bien des chefs d'entreprise que des gens qui sont sans emploi. C'est extrêmement varié. Donc, il n'y a pas un profil particulier de consommateur de cocaïne. Comment vous l'expliquez justement cette plus grande consommation aujourd'hui ? C'est quoi ? C'est le désarroi ? C'est une société à laquelle on croit moins ? Qu'est-ce qui explique qu'il y ait une plus grande consommation de drogue aujourd'hui qu'il y a quelques années ? Alors, je pense que la difficulté de votre question, c'est qu'elle ne touche pas que le médical, entre parenthèses. C'est aussi un problème évidemment de société, donc je suis pas complètement légitime. Mais en tout cas, ce que me disent les patients en consultation, c'est quelque part une perte de sens dans la vie, dans un certain nombre de choses, et puis une volonté d'aller vite, d'avoir rapidement du plaisir, d'avoir ressentir des sensations de façon beaucoup plus exacerbée. On n'accepte plus d'attendre aujourd'hui, si vous voulez. Il faut que ça soit instantané, il faut que ça soit immédiat, il faut que ça soit rapide, il faut que ça soit efficace. Et je pense que j'ai le sentiment que c'est un peu un problème, effectivement, qui touche toute la société. Puis à côté de ça, vous avez un produit qui est de plus en plus disponible, et qui est pas forcément, plutôt moins cher et avec des concentrations de cocaïne de plus en plus importantes. Oui, donc de plus en plus accrocheurs. C'est intéressant ce que vous nous dites. C'est aussi cette culture de l'immédiateté, cette culture d'une société qui veut aller toujours plus vite, qui pousse peut-être les consommateurs j'ai envie de dire, à prendre le train en marche et à surtout pas ralentir le rythme. Et j'ai envie de dire, c'est peut-être plutôt le contraire qu'il faut faire. Peut-être qu'il faut encourager tout le monde à ralentir et à pas forcément courir trop vite. Peut-être que ça aiderait un certain nombre de gens à prendre le temps et à ne pas forcément plonger dans la drogue. Tout à fait. Dans la prise en charge des patients, c'est vraiment une prise en charge qui doit être complète, mais c'est souvent réapprendre à avoir des plaisirs simples. Ouais. Souvent.
Alors à Marseille, vous êtes, je rappelle Nicolas Simon, que vous êtes professeur de médecine et addictologue à l'assistance publique des hôpitaux de Marseille. C'est une ville où il y a un tissu associatif et social, comme on dit, qui est quand même très très fort, où il y a beaucoup d'associations qui viennent en aide à ceux qui sont dépassés et qui ont plongé dans la drogue. Est-ce que le crack, est-ce qu'il y a une différence entre le crack? Comment on peut définir justement le consommateur de crack par rapport au consommateur de cocaïne? Là, vous nous avez dépeint les consommateurs de cocaïne, mais est-ce que c'est une typologie différente pour les craqueux, comme on dit? Oui, quand même. Alors après, vous avez des consommateurs de cocaïne qui passent au crack, mais quand on regarde des consommateurs de crack, c'est souvent quand même des milieux plus défavorisés, ou en tout cas, ils s'isolent beaucoup plus rapidement parce que c'est une modalité de consommation de la cocaïne. Du crack, c'est une cocaïne qui a été modifiée, si vous voulez. Dans la présentation, il faut modifier de façon à avoir un effet beaucoup plus violent. Et comme ça va être, enfin, quand je dis violent, brutal, si vous voulez, avec un pic de sensation beaucoup plus importante, une descente qui va être beaucoup plus importante, donc ça va être beaucoup plus accrocheur. C'est un produit qui va rendre plus, en tout cas, elle est plus forte et elle va surtout arriver beaucoup plus rapidement. Et donc elle vous fait effectivement décrocher, vous désociabiliser beaucoup plus rapidement que d'autres substances. Et donc ça signifie que si le crack avance, c'est autant de consommateurs qui vont se retrouver en marge de la société. Après, c'est plus difficile de remonter la pente lorsqu'on est craqueux. En tout cas pour nous médecins, c'est plus compliqué effectivement d'avoir de bons résultats avec des consommateurs de crack qu'avec des consommateurs de cocaïne. C'est des patients qui pour nous sont plus sévères quelque part. Qu'est-ce qu'il faudrait faire, professeur, face à ce fléau aujourd'hui? Vous par exemple, qu'est-ce que vous réclamez? Qu'est-ce que vous pourriez dire aux autorités pour essayer de faire en sorte que on puisse mieux lutter contre ces consommations? En fait, dans la prise, quand on veut s'occuper de ces patients, il faut vraiment avoir une prise en charge qui est multicasquette, si vous voulez. Il y a le côté médical, il y a le côté associatif, il y a le côté hospitalier. Alors vous avez raison de dire que le milieu associatif à Marseille est particulièrement bien développé. Il y a quand même énormément d'associations qui s'occupent des addictions. Là où on pêche, très honnêtement, c'est au niveau hospitalier. On n'a pas clairement aujourd'hui les moyens d'hospitaliser des gens pour leur permettre un sevrage et puis pour avoir ce qu'on appelle des soins de suite derrière, c'est-à-dire pouvoir les réinsérer, leur redonner quelque part une vie, un fonctionnement normal quelque part. Dernière question, Nicolas Simon, professeur de médecine et addictologue à la PHM. Quel est le taux de ceux qui s'en sortent? Quelle est la part de ceux qui s'en sortent parmi ceux qui viennent vous voir? Je parle pas forcément à l'échelon national, mais ça nous donnera quand même une indication. Vous êtes au contact et vous êtes en mesure peut-être de mesurer. C'est quoi? C'est 10, c'est 20, c'est 30% plus? C'est davantage, mais il y a un biais dans votre question parce que les patients qui viennent me voir en consultation, c'est des patients qui veulent s'en sortir. Alors que les associations qui vont vers les patients dans la rue, ils ne sont pas forcément au même stade de leur démarche. Quelqu'un qui prend rendez-vous en consultation de médecine, d'addictologie dans l'hôpital de la Timone, c'est que déjà il a déjà bien avancé dans sa réflexion. Donc forcément, nous, on va avoir de meilleurs résultats, mais il y a un biais, si vous voulez. C'est sûr que le médecin qui va directement au contact des gens qui sont dans la rue, lui, ça sera beaucoup plus compliqué, quoi. Merci beaucoup Nicolas Simon, et on a bien compris effectivement, ça signifie aussi, je prolonge ce que vous venez de dire, mais ça signifie que le travail des associations, le travail des acteurs sociaux et du tissu associatif, il est essentiel parce que ce sont eux qui permettent de convaincre les consommateurs de pouvoir venir chez vous et effectivement de faire cette démarche pour aller vers le sevrage. Merci Nicolas Simon de nous avoir éclairé sur ce difficile sujet dont on voulait parler ce matin sur Sud Radio.